Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h46, merci d'être avec nous. Et ce matin, Patrick Roger, vous êtes avec moi ? Et ce matin, nous allons parler avec nos invités. Et difficile justement de garder certaines distances avec des praticiens. Comment vont se dérouler ces rendez-vous chez le podologue, les kinés et les ostéopathes ? Benjamin Fauché, ostéopathe à Aurillac, est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Benjamin. Donc vous travaillez dans un pôle santé, vous êtes fermé depuis le début du confinement et vous allez réouvrir tout à l'heure à partir de 9h. C'est ça, oui, tout à fait. On est fermé depuis le 16 mars, on avait pris les devants un petit peu et on rouvre qu'aujourd'hui, effectivement. Alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez pu faire des urgences pendant toute cette fermeture ou vous étiez carrément fermé ? Non, on était réellement fermés, seulement les kinés pour les consultations d'urgence. Après, nous, en ostéopathie, on était absolument fermés avec aucune autorisation d'ouverture. On n'était pas assurés pendant la période, puisque les règles de distanciation physique, notamment, pouvaient pas être respectées à ce moment-là. Alors on parlait bien sûr de garder ces distances avec vos patients, c'est quand même assez difficile. Comment vous allez vous organiser pour cette journée, justement ? Comment vous allez faire ? Eh bien, on a un protocole assez strict dès l'entrée dans le pôle santé équilibre, ou avec du gel hydroalcoolique, avec une séparation des différentes salles d'attente, puisqu'on est un pôle avec plus de 20 thérapeutes, donc il a fallu étudier une nouvelle disposition de salle d'attente, et après chacun dans sa salle, gel hydroalcoolique, masque obligatoire et un minimum un maximum de protection. Oui, un maximum de protection. Et aujourd'hui, beaucoup de patients ont déjà appelé au cabinet. Oui. Est-ce que la liste est longue ? Oui, effectivement, je pense que les gens, ça fait 2 mois que ça appelle et ils comprenaient pas tous pourquoi les ostéopathes étaient fermés, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, ça pouvait être une crainte au départ. Effectivement, en parlant avec plusieurs confrères, on avait peut-être peur que les patients reviennent pas tout de suite. Et finalement, non, les patients sont au rendez-vous et c'est plutôt agréable. Dans un pôle santé, vous allez travailler par exemple dans les mêmes locaux que votre compagne qui est esthéticienne. Est-ce que elle aussi, c'est pareil, va reprendre tout doucement ? Oui, alors elle reprend que cet après-midi parce qu'on a une petite de 2 mois, donc elle se garde pas encore toute seule. Mais oui, elle retravaille dès cet après-midi et puis toute la semaine. Donc pareil, est-ce que vous avez les mêmes règles. Pardon. Les mêmes règles. Est-ce que vous avez peur justement ? Est-ce que c'est un peu compliqué pour vous de cette reprise dans cette crise qui continue justement ? Non, parce qu'on a mis tout en œuvre pour qu'il y ait absolument aucun souci. On essaie de faire le maximum. Non, malheureusement, va falloir vivre avec. Évidemment, ça serait bien passé. Va falloir vivre avec et voilà, tout simplement prendre un maximum de précautions et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et vous allez garder la même fréquence de clients, prendre un peu plus de temps justement pour nettoyer entre 2 clients ? Oui, tout à fait. Donc on a l'obligation de laisser 20 minutes entre chaque patient pour désinfecter et aérer la salle. Donc effectivement, moi pour ma part, par exemple, ça réduit d'un tiers le nombre de consultations dans la journée. Mais vous allez augmenter votre durée de travail, j'imagine, élargir peut-être un peu plus tard le soir ? Oui, enfin je finis déjà à 20h tous les soirs, alors... donc ça commence déjà à faire tard. Oui, on fait 9h, 20h tous les jours, donc du lundi au samedi. Du coup, effectivement, non, on va pas forcément élargir. Après, peut-être, les urgences qu'on arrivait habituellement à caser dans la journée, on les prendra peut-être entre midi et 2, ou effectivement, de manière exceptionnelle, un peu plus tard, après 20h. On verra, on va essayer de s'adapter. Voilà, c'est ça. En tout cas, beaucoup de courage et bien sûr, faites attention à vous, Benjamin Fauché, ostéopathe à Aurillac. Et puis on prendra bien sûr des nouvelles de ces métiers, bien sûr, qui vont réouvrir un petit peu partout. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous et on passe directement avec Jean Sibilia ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour.
Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, déconfinement aujourd'hui, c'est-à-dire que les gestes barrières encore plus que d'habitude vont être très très importants. Et je voulais revenir sur ces masques aujourd'hui qui ne sont pas obligatoires, et les masques que vous allez mettre forcément dans les transports, qui sont obligatoires dans les transports. Mais attention, au moment où vous allez les enlever, les manipuler, les remettre, parce qu'on se rend pas toujours compte que on se touche le visage ou qu'on touche une barre ou quelque chose dans la rue. Il faut considérer que le masque, à partir du moment où on est passé dans l'espace public et quand on a rompu la distance d'un mètre 50, on peut considérer que le masque est souillé, donc contaminé. Donc chaque fois que l'on touche le masque, c'est comme si l'on touchait une surface contaminée extérieure. Donc en gros, il faut se laver les mains très régulièrement, en particulier après qu'on ait manipulé le masque. Donc c'est très important. Le masque n'est pas un objet inerte, c'est pas un objet aseptique, ça sera un objet potentiellement infecté à votre retour à la maison. Donc attention, si c'est un masque qu'on peut laver, il faut le laver et le manipuler avant de le laver avec beaucoup de précautions, se laver les mains après. Une fois qu'il est lavé, bien sûr, on dit le sécher aussi à l'extérieur. Ça peut être un petit argument pour qu'il soit vraiment safe, qu'on puisse le remettre le lendemain. Et attention, effectivement, la manipulation des masques. Il y a des petits tutoriels aussi qui sont diffusés, soit par papier, soit numérique, qui montrent comment ôter le masque. On l'ôte non pas en prenant le masque en pleine main, mais en prenant les élastiques, en le décollant. Enfin, essayez de toucher le masque le moins possible pour pas contaminer le nez et la bouche. Très important. Mais est-ce qu'il faut, parce que je disais, c'est pas obligatoire, mais est-ce qu'il faut quand même être extrêmement prudent et peut-être le garder vous partez de chez vous, vous allez à la boulangerie, vous prenez les transports et de ne plus jamais l'enlever jusqu'au moment où vous arrivez au bureau, par exemple? En théorie, oui. En théorie, c'est on le met, on le touche plus, c'est la meilleure des solutions. Mais évidemment, c'est compliqué. On a le nez qui gratte, on a un petit inconfort, on a un geste machinal. Ça peut arriver aussi machinalement. On va se toucher le visage. Ça va être difficile de ne pas le manipuler un tout petit peu. Mais ce qu'il faut, parce que ça se fera, ce qu'il faut dire et répéter, c'est si vous touchez votre masque, si vous manipulez votre masque, lavez-vous les mains, mettez-vous du gel hydroalcoolique après. Mais effectivement, vous avez raison, c'est si on pouvait le garder et ne plus le toucher pendant toute la journée, mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, quelqu'un a fait remarquer très justement, dans cette période saisonnière de pollen et d'allergie, quand on a le nez qui gratte ou quand on éternue le nez qui coule, c'est très compliqué de garder son masque toute la journée. Bah oui. Donc c'est vrai, il faut simplement avoir une vision de bon sens dans la manipulation, en se disant qu'un masque, par définition, comme c'est une barrière qui peut être ou pas contaminée, mais elle peut être contaminée. Donc on touche un objet contaminé, on se lave les mains, c'est très important. Mais on nous parle aussi beaucoup forcément de la régression du nombre de décès dus au Covid-19. Est-ce qu'il faut quand même faire attention de crainte d'un rebond? Alors, une question très importante et très compliquée qui est beaucoup discutée depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour faire simple, rien ne permet de prédire aujourd'hui ce qui va se passer. Pour deux raisons. Les modèles sont des modèles mathématiques de simulation qui sont fondés sur des données existantes et des données du passé. Donc ça c'est compliqué parce que je prends un exemple précis qui est très intéressant. Si on démontre que le virus circulait depuis plusieurs mois, et non pas depuis décembre en Chine, mais depuis septembre comme on le dit maintenant, et en France, non pas depuis mars mais en décembre, ça remet en cause une partie des modèles. Et donc le calcul est complètement différent. Donc ces modèles, c'est la première chose, sont fondés sur des calculs mathématiques qui sont déterminés par des choses qu'on maîtrise que très partiellement. La deuxième chose, c'est que la ressurgescence éventuellement de deuxième vague, qui est habituelle avec les virus respiratoires, il faut le rappeler, ce serait pas une surprise entre guillemets parce que les virus respiratoires souvent reviennent à l'automne, mais ça n'est pas une certitude. Mais ce calcul-là va dépendre de deux choses: de la biologie du virus qu'on ne connaît pas en été, en période sèche et chaude. On ne maîtrise pas sa capacité à muter ou pas, même si c'est un virus qui mute peu. Donc la biologie, la vie du virus, on ne la connaît pas complètement encore aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'on ne connaît pas dans le calcul, c'est le comportement des populations. Et là, on peut agir. Si les gens appliquent de façon massive et rigoureuse les mesures barrières, clairement, ça diffusera moins. Et ça, c'est un déterminant sociologique, comme on peut dire, qu'on ne connaît pas dans notre société, dans notre population. Alors, je pense que les gens vont être responsables et rigoureux, donc on va pouvoir maîtriser ce deuxième facteur. Le premier, je le répète, la biologie du virus. De toute façon, on ne la maîtrisera pas, le virus fera ce qu'il veut pendant cette période-là. Donc, vous voyez, le calcul est compliqué. Mais surtout, on obtient aujourd'hui...
Oui, pardon, c'est Jean, on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps il faut garder ces gestes barrières. Bien sûr. C'est le temps que le virus disparaisse, comme le SARS avait disparu en 2003. Aujourd'hui, on a une dizaine de modèles, et des modèles, juste vous donner cet exemple-là, ce que je voulais vous citer, le modèle utilisé par les Américains, qui était un modèle issu d'un groupe d'épidémiologistes soutenu par Bill Gates, ce modèle qui était un modèle positif, il a été totalement explosé. Ce modèle annonçait le nombre de morts actuels pour août aux États-Unis. Et le nombre aujourd'hui a été atteint en avril. Vous voyez, comme quoi on sait aujourd'hui que ces modèles, beaucoup ne sont pas pertinents. Mais on fait au mieux. Pourtant, c'est une science vraiment solide, qui est des gens très très compétents. Mais c'est exactement comme la météo. C'est un peu le même problème. C'est très compliqué de dire quel temps il fera dans une semaine. C'est très difficile de savoir ce que fera le virus dans quelques semaines ou quelques mois. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, vous voyez, continuez bien sûr les gestes barrières. Faites très attention à vous, attention à vos masques aussi. Si vous allez travailler, et puis si vous avez envie de nous en parler, vous savez, 0826 300 300 vous attend au standard. Et puis, on retrouvera Jean demain pour des nouvelles questions sur le coronavirus.